OK, je pense que nous sommes maintenant prêts à commencer. We're now ready to begin. Ayant confirmé que les personnes présentes peuvent voir et entendre les concurrents et les juges, je déclare donc que cette séance spéciale de la Cour de la Couronne du Canada est maintenant ouverte. Having confirmed that those in attendance can see and hear the mooters and judges, I declare the special sitting of the Crown Court of Canada is now open. Bienvenue au dernier tour du premier concours de la plaidoirie portant sur le droit de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, où l'équipe de la partie demanderesse 130A comparaîtra contre l'équipe de la partie défendresse 210R. Welcome to the final round of the inaugural Immigration, Refugee, and Citizenship Law Moot, where Appellant Group 130A will be appearing against Respondent Group 210R. Je vais maintenant demander aux juges de brièvement introduire eux-mêmes. I will now ask the judges to briefly introduce themselves. Je vais commencer avec Monsieur le juge Gramont. I'll start with Justice Gramont. Bonjour, good afternoon. Alors, mon nom, c'est Sébastien Grandmont. Je suis juge de la Cour fédérale. Auparavant, j'ai été professeur à l'Université d'Ottawa. So I'm a judge of the federal court, and prior to that was a professor at the University of Ottawa. Merci. Maintenant, Madame la juge Dagenet, Justice Dagenet. Oui, bonjour, mon nom est Diane Dagenet. Je suis une directrice adjointe au Bureau régional de l'Ontario, la section d'immigration. I'm Diane Dagenet. I'm one of the deputy directors at the Immigration Law Division of the Department of Justice. I'm very happy to be here, and I wish you all good luck. Et finalement, Monsieur le juge Wazana, and finally, Justice Wazana. Et bonjour, mon nom c'est Richard Wazana. Je suis un avocat en droit de réfugiés et d'immigration. Good afternoon, everyone. My name is Richard Wazana, and I'm an immigration and refugee lawyer in Toronto. And good luck to everyone. Bonne chance à tous. Excellent. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander aux juges, quand vous êtes prêts, vous pourriez commencer. I'll now pass it off to the judges who can begin when they're ready. Merci beaucoup. Nous avons donc une ronde bilingue. On va commencer par l'équipe 130 qui va plaider en français. Et j'inviterai Maître Langto, qui a annoncé qu'il plaiderait en premier, à prendre la parole. Messieurs les juges, Madame la juge, nous sommes ici devant vous pour représenter le ministre de l'Immigration. Pour résumer notre prétention en 2 points, nous soutenons que le PNB est visé par l'alinéa 34.1b de la LPR, indépendamment de sa qualification comme exerçant une fonction démocratique légitime. Également, nous soutenons que M. Chaudury est visé par l'interdiction de territoire de l'alinéa 34.1f de la LPR parce qu'il a appartenu au PNP entre 2011 et 2014, indépendamment de la menace qu'il a subie entre 2013 et 2014. Je vais aborder le premier point, puis ma consoeur va aborder le point suivant. Nous demandons à la Cour de la Couronne d'accueillir l'appel et de rétablir la décision de l'agent d'immigration qui a interdit le territoire, M. Chaudury. Maître Langto, si je peux vous interrompre maintenant, vos collègues argumentent que les questions certifiées ne sont pas dûment certifiées et donc et que l'appel finalement devrait être rejeté à cause de ce fait. Qu'avez-vous en réponse? Nous soutenons que la deuxième question n'a pas été valablement certifiée, mais que la première question a été valablement certifiée. Nos consoeurs, dans leur mémoire, prétendent que la question certifiée ne porte pas sur les faits en espèces. Par contre, quand on analyse la décision de la juge, particulièrement, j'attire l'attention de la Cour au paragraphe 33, l'intention de la juge en certifiant ces questions-là était de déterminer s'il existait une présomption en faveur d'une organisation qui exerce une fonction démocratique légitime ou si cette présomption n'existe pas. Elle a basé au complet son jugement sur ce fardeau de preuve qui était plus élevé. C'est ce fardeau de preuve qui a fait en sorte qu'elle a écarté les conclusions de l'agent.
Donc, c'est vraiment une question qui est centrale dans cette affaire. Donc, pour cette raison, nous demandons à la Cour de la Couronne d'établir clairement qu'il n'existe pas une telle présomption en droit canadien. Donc, nous traiterons tout d'abord de la première question. La Cour a-t-elle erré en soustrayant le PNB de l'application de l'alinéa 34.1b de la LPR? En tout respect, nous soutenons que la Cour a commis une erreur. Pour soutenir notre prétention, nous avons deux arguments principaux. Le premier est que la présomption selon laquelle une organisation qui exerce une fonction légitime est soustraite à l'alinéa 34.1b n'existe pas en droit canadien. Et notre deuxième argument est que le PNB avait l'intention spécifique de recourir à la violence par le biais d'appels au hartal et que les appels au hartal visaient un objectif précis, donc l'objectif de renverser le gouvernement en place. Et la conclusion de l'agent était raisonnable en l'espèce. Donc, je vais aborder notre premier argument. Nous soutenons que le PNB est visé par l'alinéa 34.1b de la LPR, indépendamment de sa fonction légitime et démocratique. Je réfère ici à notre mémoire au paragraphe 37 à 40. Il y a accord avec nos confrères pour dire que le PNB exerce une fonction démocratique légitime. Par contre, cette qualification-là n'est pas pertinente au sens de l'alinéa 34.1b de la LPR. Lorsqu'on regarde l'objectif général de la loi, et j'attire l'attention de la Cour à l'article 3 aux alinéas I et H de la LPR, ces alinéas précisent que l'objectif de la LPR est de garantir la sécurité du Canada et d'interdire de territoire les personnes qui menacent la sécurité. Mais est-ce que je peux vous poser une question ici? Vous dites, vous acceptez que le PNB est un parti démocratique, là, mais vous dites que ce n'est pas pertinent. Et je comprends que vous dites qu'il n'y a pas de présomption que l'organisme ne serait pas, ne chercherait pas à renverser un gouvernement par la force. Mais est-ce que le caractère de parti démocratique est quand même pas un fait pertinent dont il faut tenir compte dans l'équation? C'est-à-dire, lorsqu'on analyse la question de est-ce que l'organisme, le PNB, cherche à renverser le gouvernement du Bangladesh par la force, le fait que c'est un parti qui participe aux élections, qui a été au pouvoir à certaines époques, après avoir été élu, est-ce que c'est quand même pas quelque chose qui différencie le PNB de, disons, un groupe terroriste là, qui n'aurait pas ces ambitions démocratiques-là? Permettez-moi donc de clarifier. Ce que je voulais dire, en fait, c'était que le fait que le PNB exerce une fonction démocratique légitime n'est pas suffisante pour créer une présomption en sa faveur. C'est pas suffisant. Okay. C'est pas suffisant. Exactement. Il faut se baser sur les actes que l'organisation a commis. Donc, en l'espèce, comme je vais l'expliquer dans la deuxième partie de ma plaidoirie, le PNB a commis des actes visant au renversement du gouvernement par la force. Donc, il n'y a pas de présomption en sa faveur. Donc, il ressort clairement de ces deux alinéas que la protection de la sécurité nationale est un objectif primordial de la LPR. Puis, les interdictions de territoire de l'article 34.1 servent à cet objectif. Nous sommes d'accord avec nos consoeurs pour dire que la LPR a d'autres objectifs à l'article 3, dont l'intérêt national du Canada de protéger les réfugiés et de respecter les valeurs de la Charte canadienne. Par contre, dans le cas d'une interdiction de territoire, comme en l'espèce, il y a un conflit clair entre les deux objectifs, entre la protection de la sécurité nationale et la protection des réfugiés. La Cour suprême a été très claire dans l'arrêt Medovarsky, au paragraphe 10, que je cite, « Les objectifs explicites de la LPR révèlent une intention de donner priorité à la sécurité. » C'est un passage que la Cour suprême a repris dans son arrêt Agra-Ira au paragraphe 77.
C'est donc un droit du gouvernement d'exercer un contrôle à ses frontières et de refuser l'entrée au territoire aux personnes qui constitueraient un danger pour sa sécurité. Une des façons d'exercer ce droit-là, c'est de donner priorité à la sécurité nationale, puis de donner le fardeau de preuve le plus faible, le fardeau des motifs raisonnables de croire, pour permettre une interdiction de territoire. Il serait tout à fait contraire à cet objectif de sécurité de permettre à une organisation d'échapper à l'interdiction de territoire de 34.1b pour le simple motif qu'elle exerce une fonction démocratique légitime. Ça risquerait de menacer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Le libellé de l'alinéa 34.1b est clair. Il y a une raison pour laquelle le législateur a choisi les termes organisation, auteur ou instigateur, sans aucun autre critère ou élément distinctif. Le législateur a voulu donner plus d'importance aux actions que l'organisation a commises plutôt qu'à l'organisation elle-même. Également, la jurisprudence de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale est constante à l'effet que des partis politiques légitimes pouvaient être visés par l'alinéa 34.1b de la LPR. Je réfère ici à la note 39 de notre mémoire et j'attire l'attention de la Cour particulièrement sur deux arrêts. L'arrêt Najafi, dans lequel M. Najafi était membre du KDPI, qui est une organisation en Iran qui visait à assurer le droit à l'autodétermination du peuple kurde, okay? Un droit fondamental en droit international. Mais cette organisation a commis des actes visant au renversement du gouvernement par la force. Donc, malgré ses objectifs nobles, M. Najafi a été interdit de territoire. C'est similaire dans l'arrêt Erbil. M. Erbil était membre du PKK en Turquie, qui est un parti politique qui visait à faire en sorte que le gouvernement en place arrêtait de commettre des violations des droits les plus fondamentaux du peuple kurde. Et malgré, encore une fois, cet objectif noble, M. Erbil a été déclaré interdit de territoire parce que le PKK a commis des actes de terrorisme et a commis des actes visant au renversement du gouvernement par la force. Maître Lanto, oui. Maître Lanto, vous avez dit que la situation était claire, mais n'y a-t-il pas ambiguïté au niveau de la définition, justement, de renversement dans la loi en présent? En fait, il n'y a pas de définition claire dans la loi des termes renversement du gouvernement par la force. Par contre, tel que la juge, au paragraphe 24 des motifs de la juge, elle a déterminé que ces termes devaient faire l'objet d'une interprétation large. C'est d'ailleurs l'interprétation telle que les intimés prétendent aussi dans leur mémoire, c'est l'interprétation qui est actuelle de ces termes. C'est une interprétation qui est large, telle que le fait la Cour d'appel fédérale dans Najafi. Donc, l'agent n'avait pas l'autorité de s'écarter de la jurisprudence et était lié par la loi, les termes de la loi et par la jurisprudence. L'agent a donc conclu à bon droit que le PNB pouvait être visé par l'alinéa 34.1b de la LPR. Il n'existe donc pas de présomption selon laquelle un parti politique légitime n'est pas visé par l'alinéa 34.1b de la LPR. Je passerai maintenant à mon deuxième argument. Donc, le PNB avait l'intention spécifique de recourir à la force par le biais d'appels au heurtage d'une grande violence dans l'objectif précis de renverser le gouvernement. Pour satisfaire le fardeau de l'alinéa 34.1b, l'agent devait déterminer deux choses. Premièrement, il devait déterminer que le PNB avait l'intention de recourir à la force. Et deuxièmement, l'agent devait déterminer que le PNB avait l'objectif précis de renverser le gouvernement. Maître Lanto, si je peux vous arrêter, y a-t-il de la preuve, finalement, que le PNB a explicitement appelé à la violence en faisant appel au heurtage? Oui, en fait, il y a plusieurs éléments de preuve. Pour cette section, j'ai référé la Cour au paragraphe 41 en 50 de notre mémoire.
Donc, c'est une question qui est factuelle, en effet. Puis, l'agent, au paragraphe 29 à 33 de ses motifs, il a pris compte des particularités des hartals qui ont été déclenchés par le PNB. Donc, ce n'est pas des simples appels à des grèves générales comme d'autres hartals ont pu l'être au Bangladesh. Les hartals déclenchés par le PNB visaient spécifiquement à atteindre un certain seuil de violence. Donc, la preuve démontre que lors des appels au hartal du PNB, aucune dissidence n'était tolérée. Également, les citoyens qui refusaient de se conformer aux ordres du PNB pouvaient être tués par les justiciers. Donc, ça, c'est des ordres directs du PNB aux justiciers de commettre des actes de violence envers les citoyens ordinaires. Également, historiquement, les hartals déclenchés par le PNB sont violents. La preuve démontre qu'entre 2002 et 2013, il y a eu 14 000 cas de violence, dont la moitié en 2013 était associée à des hartals. Après les manifestations, après les hartals de 2014, le PNB a réagi en lançant des cocktails Molotov sur les véhicules, en attaquant des personnes innocentes. Puis toute cette violence a découlé en la mort de 500 personnes. Également, les membres du PNB ont tué 3 fonctionnaires électoraux. Donc, ce sont toutes des actions que, ou bien des membres du PNB, ou bien ses partisans, ou bien les dirigeants eux-mêmes ont commis. Si je peux vous demander un suivi, êtes-vous en train de dire donc que parce qu'il y a eu violence, ça l'équivaut à un renversement par la force? Donc, violence équivaut force et remplit les exigences de l'alinéa? Oui, en fait, c'est exactement ça. La violence, telle que la Cour l'a établie dans l'arrêt Oromad, la violence peut, la force, l'élément de force peut équivaloir à de la violence. Exactement. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas un lien un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on comprend que lors de manifestations de ce type-là, il peut malheureusement y avoir de la violence, mais est-ce que la violence vise au renversement du gouvernement? C'est-à-dire que, si j'ai bien compris la situation politique, les hartals visent plutôt à obtenir le rétablissement d'un processus démocratique qui serait insatisfaisant. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, le PNB ne cherche pas à prendre le pouvoir par la force, mais demande plutôt à ce que des élections justes soient organisées. Est-ce que ce n'est pas un peu l'antithèse d'une prise de pouvoir par la force? En fait, l'objectif du PNB de vouloir rétablir la démocratie, de vouloir avoir des élections, nous ne défendons pas que ce ne sont pas les objectifs du PNB. Par contre, la preuve démontre que le PNB a également recouru au hartal dans le but de renverser le gouvernement. Donc, peut-être que le PNB avait d'autres objectifs, mais selon l'alinéa 34.1b, ce qui est important, c'est de savoir si le PNB a commis des actes visant au renversement du gouvernement par la force. Puis, la preuve établit cette intention. J'aimerais préciser que le fardeau à remplir, c'est le fardeau des motifs raisonnables de croire, tel que la juge l'a énoncé au paragraphe 13 de ses motifs. C'est un fardeau qui n'équivaut pas à la certitude absolue. La Cour suprême l'a énoncé dans l'arrêt Muguet-Serra. Cette norme de preuve exige davantage qu'un simple soupçon, mais est moins strict que le fardeau de la prépondérance des probabilités applicables en matière civile. Donc, si on regarde les éléments plus factuels liés au renversement du gouvernement par la force, donc en 2014, le PNB a déclenché des hartals dans le but spécifique de boycotter le processus démocratique. Pour ce faire, les partisans du PNB ont attaqué les bureaux de vote et ont tué 3 fonctionnaires électoraux. Également, le PNB a menacé les citoyens ordinaires de lourdes sanctions s'ils ne votaient pas pour lui. Et enfin, dans un discours, les dirigeants du PNB ont demandé la poursuite des hartals jusqu'au renversement du gouvernement, tel que l'a rapporté le Guardian. Il existe donc un lien de causalité clair entre
les actes de force commis par le PNB, les appels au hartal, et son intention de renverser le gouvernement. C'est une question qui est factuelle et qui devait être appréciée par l'agent d'immigration selon le fardeau le plus faible, le fardeau des motifs raisonnables de croire. Nous soutenons qu'il n'existe pas d'erreur manifeste et déterminante dans la décision de l'agent, puis avec égard que la juge aurait dû maintenir les conclusions de fait de l'agent, contrairement à ce qu'elle a fait au paragraphe 26 à 28 de son jugement. La norme à appliquer en matière de contrôle judiciaire, c'est la norme de la raisonnabilité. La Cour suprême s'est déjà penchée sur l'application de cette norme dans l'arrêt Vavilov. J'attire l'attention de la Cour au paragraphe 15, où la Cour suprême a établi que le rôle d'une cour de révision, c'était de regarder l'ensemble de la décision de l'agent administratif afin de s'assurer qu'elle soit transparente, intelligible et justifiée. Le mécanisme de contrôle judiciaire commande la retenue judiciaire. J'attire l'attention de la Cour, encore une fois, sur l'arrêt Vavilov, au paragraphe 14. Les cours de justice doivent reconnaître la légitimité et la compétence des décideurs administratifs dans leur propre domaine et adopter une attitude de respect. Il appartenait donc à l'agent d'apprécier les divers éléments de preuve, dont ceux qui tendent vers une conclusion que le PNB est visé par 34.1b et les éléments de preuve qui tendent vers une conclusion contraire. Ce n'est pas le rôle de la Cour, d'une cour de révision, de déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que le PNB a commis des actes visant au renversement du gouvernement par la force. Le rôle d'une cour de révision, c'est de s'assurer qu'il était raisonnable pour l'agent de conclure d'avoir des motifs raisonnables de croire que le PNB était visé par l'alinéa 34.1b, tel que l'a explicité la Cour suprême dans l'arrêt Vavilov au paragraphe 123. Nous soutenons donc que la décision de l'agent Ali était raisonnable au regard des faits et que la juge, en tout égard, aurait dû la maintenir. Donc, si les juges n'ont pas de questions, je vais conclure. En tout respect, il n'existe pas de présomption selon laquelle une organisation qui exerce une fonction démocratique légitime est visée par l'alinéa 34.1b de la LPR. La preuve révèle qu'il était raisonnable pour l'agent de conclure qu'il avait des motifs raisonnables de croire que le PNB avait l'intention spécifique de recourir à la violence lors de ses appels au hartal et avait l'intention spécifique de renverser le gouvernement en place. Le PNB est donc une organisation visée par l'alinéa 34.1b. Si la Cour n'a pas de questions sur ce volet de notre argumentation, ma collègue Maître Cossem va poursuivre pour la deuxième question. Merci. Merci. Maître Cossem. Merci, Maître Lanctot. Bonjour à vous, messieurs et madame les juges. Je vais maintenant aborder la deuxième portion de notre argumentation qui porte sur l'appartenance de M. Chaudury au PNB. Il y a accord avec nos consoeurs que la deuxième question n'aurait pas dû être certifiée par la juge de la Cour fédérale avec égard. Cependant, dans l'éventualité où la Cour décidait tout de même de déclarer cette question validement certifiée, nous allons y répondre. Donc, pour résumer l'essentiel de notre position sur la question de l'appartenance de M. Chaudury. Juste un instant, j'essaie de comprendre là, ce que vous voulez dire exactement. Quand vous dites « je suis d'accord que la question n'aurait pas dû être certifiée », si je suis d'accord avec vous, est-ce que ça ne veut pas dire que je dois conclure que qu'est-ce que la juge de première instance a décidé que monsieur avait agi sous la contrainte? C'est bien ça? Exactement. Oui. Alors, donc, si la question
n'aurait pas dû être certifié? Est-ce qu'on doit maintenir la décision de la juge de première instance? Notre prétention est qu'en fait, la première question a valablement été certifiée. Et la seconde question, étant donné l'appartenance de M. Chaudury avant la menace, suffit pour que 34.1f s'applique et donc de considérer la défense de contrainte subie par la suite ne permet pas de trancher l'issue du présent appel. Cependant, nous allons quand même répondre à la question puis traiter de l'applicabilité de la défense de contrainte au cas où votre cour décidait de valider la question. Pour résumer notre position sur le sujet, essentiellement, il est important de se rappeler ce qui est en jeu dans le présent appel quant à l'appartenance de M. Chaudury au PNB. Il s'agit de la protection de la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. En adoptant 34.1f, le législateur canadien souverain a décidé et a considéré qu'une personne ayant appartenu à une organisation visant le renversement du gouvernement par la force, donc par des moyens violents, constitue un danger pour la sécurité du public et doit donc être interdite de territoire. Le PNB et ses membres tombent sous cette catégorie et c'est pourquoi M. Chaudury, en tant que membre du PNB, devrait effectivement être interdit de territoire en application de l'alinéa 34.1f. Pour appuyer cette prétention, nous nous basons sur deux raisons. Tout d'abord, M. Chaudury était membre du PNB entre 2011 et 2013 avant d'avoir subi toute forme de menace, donc de façon totalement libre et éclairée. En deuxième lieu, même si la défense de contrainte était jugée recevable en application de l'alinéa 34.1f, elle ne pourrait être utile ici dans le cas présent à M. Chaudury parce qu'elle ne répond pas aux critères qui sont nécessaires pour pouvoir invoquer avec succès cette défense. Maître Cossin, par contre, vous êtes d'accord avec moi que durant la période 2011-2013, M. Chaudury n'a que distribué des tracts et encouragé les gens à voter, selon ce qu'on a dans la preuve. C'est loin de l'instigation au renversement d'un gouvernement, non? Merci pour votre question. Ça me permet de clarifier en fait que dans le contexte de 34.1f, il n'est pas nécessaire de pouvoir identifier un lien entre les actes qui permettent de conclure à l'appartenance d'une personne et les actes répréhensibles d'une organisation qui font en sorte qu'elle est visée par l'article 34, l'organisation. Donc, les actes qui permettent de conclure à l'appartenance ne doivent pas concorder dans le temps ni dans leur nature avec ceux qui ont été répréhensibles et commis par l'organisation elle-même. C'est pour cette raison que nous soutenons que M. Chaudury a été membre du PNB au sens qu'on doit entendre du terme dans l'alinéa 34.1f avant d'avoir subi la menace. Et je vous réfère à cet effet au paragraphe 56 à 60 de notre mémoire pour pouvoir suivre cette partie de notre plaidoirie. M. Chaudury était membre... Je m'excuse, Maître Cossin, vous dites que la qualité des actes doit être regardée de façon séparée pour la question d'appartenance et le renversement. Mais est-ce que ces mêmes actes-là, les actes de distribuer des tracts et ce genre d'activité est suffisant pour remplir même la définition d'appartenance? OK, je comprends votre question. Nous soutenons que oui, absolument. Les actes de M. Chaudury que la preuve révèle suffisent pour combler ce que le législateur a voulu entendre par la notion de membre au sens de 34.1f. La Cour a déjà clarifié ce qu'elle voulait entendre, ce que le législateur voulait entendre par la notion de membre dans cet alinéa et a clarifié qu'en raison de la poursuite de la protection de la sécurité, il est
impératif d'interpréter la notion de membre de façon large et libérale. Et d'ailleurs, il y a accord avec nos consoeurs sur ce point. Donc, conformément à cette interprétation large de la notion de membre, il n'est pas requis de démontrer l'intention d'une personne d'être membre. Et d'ailleurs, dans la décision ronde, que vous trouverez à la note 72 de notre mémoire, la Cour précise qu'un simple appui envers une organisation suffit pour démontrer son appartenance. Puis, eu égard à la preuve qui est présente au dossier, il est évident que M. Charles-Dury, son appartenance correspond à ce qu'on doit entendre du terme membre, notamment parce qu'il consacrait de nombreuses heures par semaine aux activités du PNB, a incité la population à voter pour le PNB en distribuant des tracts et en inscrivant la population pour voter. Et également, il a reconnu lui-même que c'est grâce à ses efforts d'incitation au vote que de nombreuses personnes se sont ensuite jointes au PNB à titre affilié ou officiel. M. Charles-Dury a également reconnu qu'il partage les idéologies du PNB de rétablir la démocratie au Bangladesh. Et c'est pour cette raison que M. Charles-Dury lui-même, lorsqu'il est arrivé à 2 points d'entrée au Canada, il s'est identifié comme membre auprès de 2 agents d'immigration du Canada. Et j'aimerais attirer l'attention de la Cour au paragraphe 21 des motifs de l'agent Ali qui souligne ceci dans la preuve. Maître, est-ce que ça veut dire donc que même si M. Charles-Dury n'était pas en faveur ou n'appuyait pas les motifs violents de la PNB, lui et n'importe quel autre membre simple serait pris par la définition de l'alinéa 34? C'est effectivement notre prétention. Puis, à cet effet, j'aimerais souligner la décision Kanagendren que vous pouvez trouver à la note 84 de notre mémoire, qui spécifie que rien dans l'alinéa 34.1f, et je cite cet extrait, rien dans l'alinéa 34.1f n'exige ou n'envisage une analyse relative à la complicité lorsqu'il est question d'appartenance à une organisation. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir voulu être membre, ni d'avoir participé aux actes répréhensibles. Et pour poursuivre la citation, de plus, rien dans le texte de la disposition ne suppose que le terme membre est un véritable membre de l'organisation qui a contribué de façon significative aux actions répréhensibles du groupe. Donc, nous soutenons que la jurisprudence a été claire à l'effet qu'il ne faut pas avoir été un participant aux actes de l'organisation qui ont été répréhensibles pour pouvoir être considéré comme un membre au sens de l'alinéa 34.1f. Considérant l'interprétation large que doit bénéficier ce terme au regard de l'objectif de protection de la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Donc, nous soutenons qu'en adoptant l'alinéa 34.1f, le législateur canadien a voulu s'assurer que les agents d'immigration englobent tous les membres d'une même organisation et s'assure qu'ils soient effectivement interdits de territoire en raison de la menace à la sécurité canadienne que leur présence sur le territoire canadien pourrait engendrer. Maître Cossem, je comprends que vous vous basez sur Kanagendram, mais vos consoeurs, elles, s'appuient sur d'autres jurisprudences qui finalement disent que c'est important de considérer si la personne est un membre véritable, de regarder les facteurs pour l'appartenance. Donc, comment distinguez-vous cette jurisprudence? Oui, merci pour votre question. En fait, j'aimerais distinguer la situation de M. Charles-Dury
à travers un élément particulier que j'ai mentionné plus tôt, que révèle la preuve. M. Charles-Dury s'est présenté au point d'entrée du Canada et s'est lui-même identifié comme étant membre, sans faire de distinction entre la période où il était affilié et la période où il était membre officiel sous la contrainte. Et donc, M. Charles-Dury s'est lui-même reconnu comme étant membre auprès d'un officier gouvernemental, ce qui démontre son identification personnelle. Puis, la décision Cannes, que vous trouvez à la note 72 de notre mémoire, précise que lorsqu'une personne elle-même se reconnaît comme étant membre d'une organisation, cette reconnaissance doit avoir un poids énorme dans l'analyse de l'appartenance au sens de 34.1f. Il est difficile de conclure qu'une personne n'était pas membre après qu'elle l'ait elle-même reconnue. D'ailleurs, la Cour a déjà tranché sur la question des tracts. La distribution de tracts suffit pour conclure qu'une personne était membre. J'aimerais attirer l'attention de la Cour vers deux décisions. La décision Islam de la Cour fédérale au paragraphe 6, ainsi que la décision Pochetet de la Cour d'appel fédérale à la note 13 de notre mémoire. Nous soutenons donc que M. Charles-Dury était membre du PNB entre 2011 et 2013, soit avant d'avoir subi toute forme de menace, donc de façon totalement claire, libre et éclairée. Pour cette raison, nous soutenons que de considérer la contrainte qui a été subie par la suite, après une période d'appartenance claire, n'est pas déterminant pour trancher le présent appel. Avec égard, nous soutenons donc que la deuxième question, comme je l'ai mentionné plus tôt, n'aurait pas dû être certifiée. Puis, nous soutenons également que l'agent Ali a, de ce fait, eu raison de conclure que la défense de contrainte n'était pas pertinente pour le présent dossier. Concernant la certification, j'aimerais vous référer au paragraphe 51 et suivant de notre mémoire. Puis, si les juges n'avaient pas de questions pour moi concernant la période de 2011 à 2013, je vais maintenant passer à la période d'après, pendant laquelle M. Charles-Dury était effectivement sous la menace. À cet effet, j'attirerai votre attention vers les paragraphes 76 à 80. Lors de la période de décembre 2013 à février 2014, M. Charles-Dury subissait effectivement une menace de la part d'un membre haut placé du PNB. Cependant, cette menace ne satisfait pas aux exigences qui ont été formulées par la Cour suprême dans la décision Ryan, qui sont nécessaires pour pouvoir invoquer avec succès cette défense. En fait, plus précisément, deux critères ne sont pas remplis. Je m'excuse, Maître Cossin, il me semble que dans votre mémoire, vous argumentez que la défense de contrainte est irrecevable en espèces. Êtes-vous en train de faire une concession que finalement, elle était recevable, mais que les critères n'étaient pas remplis? Merci de me permettre de clarifier. En fait, ce que nous soutenons, c'est que la défense de contrainte ne devrait pas être recevable en raison de divers motifs que je pourrais élaborer, mais même si elle était recevable, elle ne pourrait pas être appliquée dans la situation qui est devant nous. Donc, cette prétention s'appuie sur les critères de la décision Ryan qui ne sont pas satisfaits. Donc, pour pouvoir invoquer avec succès la défense de contrainte, il faut que la menace subie par la personne est portée sur son intégrité physique. Donc, il doit s'agir de menaces de mort imminente ou de lésions corporelles. En l'espèce, M. Charles-Dury subissait une menace. Par contre, cette menace lui provoquait une crainte de perdre la garde de son fils. Il s'agissait d'une crainte d'un bris dans la structure familiale de M. Charles-Dury
et non une crainte concernant son intégrité physique. Et permettez-moi, là, ici, en raison de ces faits-là, on lui a quand même reconnu le statut de réfugié. Oui. Oui, alors, il devait quand même y avoir une certaine forme de menace suffisamment grave là, pour qu'on la qualifie de crainte bien fondée de persécution. À cet effet, j'aimerais souligner que à l'étape qui est devant nous aujourd'hui, il s'agit d'une demande de résidence permanente et non oui. Oui. Et donc, j'aimerais souligner à la Cour, c'est que dans le cadre de la demande d'asile, les objectifs de la Commission sont différents que dans le cadre d'une demande de résidence permanente. Dans le cadre d'une demande d'asile, il s'agit de s'assurer que le risque de persécution dont ferait face une personne à son expulsion serait évité. Par contre, dans le cadre d'une demande de résidence permanente, il n'y a plus de situation urgente. La personne se retrouve déjà sur les territoires canadiens et donc il est plus approprié à cette étape-ci de considérer des critères additionnels comme ceux des interdictions de territoire. Nous ne présentons pas, par contre, que les interdictions de territoire ne devraient pas prendre effet dans le cadre des demandes d'asile. Cependant, nous prétendons simplement que l'agent Ali a eu raison de considérer ces critères à cette étape-ci, étant donné l'absence d'urgence dans le cadre de cet appel. Mais, maître, est-ce qu'on peut pas présumer que dans un pays comme le Bangladesh, une menace de se faire dévoiler en tant qu'homosexuel dans l'esprit de M. Choudhury équivaut à une menace de mort? En fait, j'aimerais attirer l'attention de la Cour aux faits qui sont présents dans le dossier concernant le traitement des homosexuels. Rien dans le dossier, dans la preuve, n'est à l'effet que les homosexuels au Bangladesh sont menacés de menaces à leur intégrité physique. En fait, ce qui est question dans le dossier, c'est que les homosexuels au Bangladesh font l'objet de contraintes sociales. Et rien dans la preuve n'est à l'effet qu'ils sont en danger. Donc, nous ne pouvons baser une interdiction de territoire sur des contraintes sociales qui se retrouvent dans tous les pays, notamment au Canada. C'est pour cela que nous continuons de soutenir que le critère de la décision Ryan, en l'espèce, n'est pas satisfait. De plus, pour pouvoir invoquer avec succès la défense de contrainte, il faut que la personne n'ait eu aucun moyen d'échapper à la menace. Dans la décision Ryan, la Cour suprême a précisé que d'appartenir à une organisation criminelle comporte nécessairement un risque de se retrouver sous la menace en raison du caractère violent qui est associé à ce genre d'organisation. En l'espèce, le PNB n'est pas une organisation criminelle, certes. Toutefois, le PNB, comme l'a abordé ma consoeur, fait appel aux Hartal, qui sont d'une grande violence, et ce, depuis 2010, donc avant que M. Choudhury se soit volontairement joint au PNB. Nous soutenons donc que M. Choudhury savait ou aurait dû savoir que de s'affilier au PNB comporterait un risque de se retrouver sous la menace en raison du caractère violent et des appels au Hartal que faisait ce parti avant même qu'il décide de s'y joindre. Nous soutenons que ce critère de la décision Ryan n'est pas satisfait dans le cas qui est devant nous. Dans le contexte de la LIPR, il est primordial que ces critères soient effectivement remplis, étant donné qu'encore une fois, il s'agit de la sécurité des Canadiens et des Canadiennes qui est en jeu. M. Choudhury était membre du PNB et c'est pour cela que nous demandons à la Cour aujourd'hui d'éviter un risque considérable pour la sécurité du Canada en admettant une personne qui a
été volontairement membre d'une organisation dangereuse. C'est pour cela que nous demandons à la Cour d'accueillir l'appel et de rétablir la décision de l'agent Ali interdisant M. Chalduri de territoire en application de l'alinéa 34.1F. Merci beaucoup. Merci, Maître Kossen. Alors, nous allons maintenant entendre les procureurs de l'intimé. We will now hear counsel for the respondent. So I believe we will begin with Ms. Wang. Yes, that's right. I'll start. Okay, thank you. So, Ms. Wang, the floor is yours. My name is Yan Wang. With me is my co-counsel, Simran Hoti. We're counsel for the respondent, Mr. Amdi Jana Chaudhry. Mr. Chaudhry's case demonstrates how unreasonable administrative decisions can lead to detrimental consequences, where political protests to ensure democratic rights were found to be subversion by force of a government under an unreasonable interpretation of the relevant statutory provision. And individual was held liable for conduct that was not carried out of their own free will. It is important that this court sets precedents to provide clarity for all future incidents. We ask this court to dismiss the appeal and uphold the federal court's finding that the officer's decision was unreasonable. We make 3 submissions to support our position. First, the questions were not properly certified. Second, the federal court did not err in finding that the BNP did not fall under 34(1)(b) of the IRPA. And third, the federal court did not err in finding that Mr. Chaudhry was not a member of the BNP under 34(1)(f). I'll now turn to our first and second submissions, and my co-counsel will discuss the third submission in detail. Our first submission is that the questions were not properly certified. I appreciate that we are already in front of this court to make arguments, and this court may modify the questions as it sees fit. I'll keep this submission brief, subject to any questions from the bench. Justice Jagger certified 2 questions in her decision. Those questions are reproduced at paragraphs 23 and 26 of our factum. The first question was not dispositive of this appeal because it failed to capture the facts that are dispositive of the issue. The question omitted any reference to the intention to use force. Therefore, it was not properly certified. But is it not in our power to reframe the question so that it pertains to the real issue that arises? Yes, it is within the court's power to rephrase the question as it sees fit. That is why I will be turning to my alternative argument just in a second, with probably 1 sentence on the second certified question. The second question raises an issue on settled law. I see that my friends agree with our position that this question was not properly certified, although for different reasons. With that regard, unless there are questions from the bench, I'll not go into details. If we find that the first question was properly certified, then it opens up the whole case for review, does it not? Irrespective of whether the second question was properly certified. So it does. So in that regard, I'll now turn to our second submission, excuse me, which is the federal court's finding that the BNP did not fall under 34(1)(b) should be upheld. This issue turns on 2 sub-issues. The first concerns reasonable interpretation of 34(1)(b), and the second
concerns reasonable inference of the evidence with regard to the BNP's intent in calling for cartels. On the interpretation of 34(1)(b, you will find the exact wording of the provision at paragraph 35 of our factum. The officer was of the view that an organization's status as a political party engaging in the democratic process was not a relevant consideration under the provision. Justice Jagger found it unreasonable and held that the provision turned on a rebuttable presumption where a recognized political party is presumed to be acting in its legitimate political function and therefore not an organization that falls under 34(1)(b). The respondent's position is that the officer's interpretation was unreasonable and the federal court's interpretation should be upheld. The officer's interpretation is unreasonable because it omitted a key element in the provision, that is, the meaning of the word subversion. And consequently, the officer adopted an overly broad interpretation that led to absurd results. The word subversion is not defined in the IRPA, and there's no universally adopted definition of the term. The Federal Court of Appeal in Najafi endorsed the Black's Law Dictionary definition of subversion as the act or process of overthrowing the government. So for an organization to fall under 34(1)(b, its conduct must satisfy the meaning of subversion, that is, involving the intent to overthrow the government. The officer here adopted an overly broad interpretation that did not take into account the meaning of subversion. And consequently, he did not recognize that the intent to overthrow a government is a key element in the provision. And this interpretation will lead to absurd results. But if I may, don't we have to take into account the fact that the provision is not simply aimed at the classical coup where the army storms the presidential palace and overthrows the government, but also many other forms of undermining democratic governance that unfortunately international current affairs give us many examples. So don't we have to adopt a broad interpretation of what subversion means? Justice, if I may ask you to please clarify a little bit. When you say, don't we have to adopt a broad interpretation, what specifically are you referring to? An interpretation of subversion that might include what the BNP did, which is to call for general strikes aimed essentially at imposing their demands on the government with the ultimate aim of taking power, perhaps through an election, but essentially they were asking the opposing party to surrender to their demands. So is that not a form of subversion? We acknowledge that this provision has in the past been interpreted very broadly, whereas the court has held that, for example, the legitimacy of the government is not a consideration under this government, and neither was the purpose or the motive behind the act of the organization. However, our position on this is that however broad this provision is going to be interpreted, the core meaning of subversion cannot be omitted. Otherwise, the use of the word subversion in this provision will just be meaningless. And with regard to your question, Justice, however broad the word definition, the word subversion will be defined, it won't capture acts such as what the BNP did. Because if we look at the facts in this specific case, what the BNP was doing was to seek a fair election. They called for general protests or strikes, which are called cartels in Bangladesh, for the purpose of
expressing a political opinion. And that is a legit. I understand, but in their view, a fair election is an election that they win, no? When you look at all the facts, they did not tolerate victory by the opposing party. Does that not fit within the meaning of subversion? Our position is that it is not, because as you said, Justice, they were looking for a fair election. And I would like to distinguish what the BNP was doing from what a coup is. A coup is actually in the, it was at issue in Najafi, where the Federal Court of Appeal held the conduct in that case actually constitute subversion. What the BNP was doing was nothing different from what an opposition party in a democracy would do. They were using strikes to express their political opinion to seek the peaceful transition of power. That is different from a coup in the sense that where a coup is basically seeking to overturn the entire political regime of a country. So what I want to distinguish is the overturning of the entire political regime as versus seeking transition of power from the ruling party, which falls squarely under the definition of democracy. Counsel, can we not, if we take the Guardian article that was relied on by the appellants and the PNB calling for Hartals to continue until the government is toppled. And the word toppled, does it not imply overthrowing and even overthrowing by force? The word topple doesn't really bring to mind an election or any kind of democratic process. I would suggest that the quote itself not to be taken at its face value. As I was explaining just now, the word government was used in that statement, was quoted in that statement. But the word government in that statement was not referring to the entire political regime in Bangladesh. The BNP was not seeking to overturn the entire regime or to establish, a whole new system in the country. Rather, the government was referring to the ruling party at the moment, AL, and they were trying to seek a transition of power, as I was explaining earlier. Also, this quote was from as you said, Justice, 2015 Guardian report. And whether the statement was translated accurately to reflect the intention of the BNP was questionable. What I'm saying here is not that the court should reweigh the evidence. What I'm saying is just that the evidence the officer relied on in making the decision would be a factor to consider in evaluating the reasonableness of that decision. So I would caution the court with regard to the officer's inference based on this statement. And our position is no, it does not establish the intent to overthrow the Bangladesh government on the BNP's part. So as I was saying, if we follow the officer's interpretation, which is unreasonable, it will lead us to absurd results. Because under that interpretation, any conduct carried out in disagreement with the government could be characterized as subversion by force if violence followed. And this absurdity is actually not only limited to the BNP or Bangladesh. If we apply the interpretation to our neighbor in the South, for example, any member of the American Republican Party would be found inadmissible pursuant to this provision, just because the party has engaged in protests that on occasion devolved into violence. And in the present case, the officer characterized legitimate political protests as subversion by force simply because those protests were followed or accompanied by incidents of violence. So what I'm saying is the word subversion in 34.1b simply cannot bear the meaning that the officer's interpretation gave to it.
The federal court's interpretation of the provision created a rebuttable presumption in favor of political parties. Our position is that this is a reasonable interpretation. The presumption essentially tells us that individuals who are members of recognized political parties in democracies should not be treated the same as individuals who are members of non-legitimate violent organizations. And this is in line with the basic democratic value that Canada upholds, as well as the charter values. With regard to basic democratic value, a brief mention of the provision that is sitting right next to 34.1b may be beneficial here, and I'm referring to 34.1b.1. Under that provision, the very fact that any subversive conduct against a democratic government would lead to inadmissibility shows the important value of democracy in the apartheid regime. It would be absurd for any decisions made under the Act to go contrary to this value. So to allow the interpretation of 34.1b to characterize general strikes as subversion by force and consequently find individuals who participated in those activities inadmissible to Canada, essentially punishes individuals for participating in strikes or protests, which are legitimate political activities. And the Ms. same Wang, act, yes. Ms. Wang, but on the facts of this case, these were not mere political protests. There was evidence of violence, of deaths, there was enough information there to suggest that this was not a political protest. And wouldn't the violent nature of all those acts be sufficient to ground a finding of subversion by force under 34.1b? Justice, I see we're Sorry, if I can clarify the Yes. intent of this, not so just the grounded, but the intent of the PNB to subvert the government by force. Justice, I see we're getting into the facts of this case. And my answer is that the violence that accompanied the hartals, which were called by the BNP, there is so for the BNP to be found under to fall under 34.1b, what needs to be established is that in calling for the hartals, the BNP intended the violence that accompanied the hartals, and in doing so, the BNP intended the subversion to subvert the Bangladesh government. So what is missing based on the specific facts in this case is the link between the BNP calling for hartals, probably with an intention to call for violence, and the link between calling for the violence and the purpose of subversion by force. We simply don't have any evidence at hand that would tell us that when the BNP called for hartals, they aimed those activities to serve the purpose of subverting the Bangladesh government. So whether the BNP was aware that hartals would lead to violence is actually not a directly relevant question with regard to our purpose for the purpose of 34.1b, because it doesn't capture the test for subversion by force. The question that must be asked is, was the BNP aware that hartals would lead to violence? And did the BNP intend for that violence to serve the purpose of subverting the government? So as I was saying, the presumption created by the federal court's interpretation of 34.1b was in favor of political parties, and this is justified by the basic democratic value as well as the charter values. This presumption is not contrary to Parliament's intent to prioritize security under 34.1b. In the Federal Court of Appeal in Najafi identified that Parliament intended
Parliament indicated an intent to prioritize security when it enacted 34(1)(b). The court stated that the admissibility provisions further the right of the Canadian government to control its borders and to deny entry to persons who may pose a threat to its security. The presumption does not limit the government control over its borders. The presumption is rebuttable, it's not dispositive. So when there is clear and convincing evidence to the contrary, this presumption is rebutted. An individual may still be captured by sections 34(1)(b) and F, even if the organization to which the individual is a member is a legitimate political party. We acknowledge that the presumption requires that the minister look for clear and convincing evidence to rebut. This may shift the burden of proof, but it does not change the existing standard, which is reasonable grounds to believe. And we also acknowledge that while there may be unique challenges faced by the minister regarding access to evidence relevant to foreign organizations, the creation of this presumption does not add to that burden. Because whether the minister can obtain evidence from abroad does not depend on whether there is a presumption to rebut. If evidence cannot be obtained, a determination cannot be made. Officers or administrative decision makers simply cannot make speculations that are unsupported by evidence when the law clearly requires reasonable inference based on the evidence. So by creating this presumption, the federal court is offering clearer instructions to tribunal decision makers and immigration officers with regard to what factors should be taken into account in a 34(1)(b) determination. And adopting the federal court's interpretation not only prevent absurd results in the present case, but it will also ensure that justice is served in future cases. We are aware and we do agree that a contextual approach to the interpretation of 34(1)(b) would take into account the availability of ministerial relief. Our position is that while ministerial relief may support a broad interpretation of some provisions under the IRPA, where the interpretation is reasonable, it does not save an unreasonable interpretation of a provision, such as the present one. And further, ministerial relief does not preclude the court from adopting a better informed, reasonable interpretation of the provision. So for these reasons, we invite this court to uphold the federal court's interpretation and to find that the officer's interpretation was unreasonable. In the alternative, if this court does not adopt the federal court's interpretation of 34(1)(b), I turn to the second sub-issue in my current submission, that is the officer made unreasonable speculations with regard to the BNP's intent in calling for Hartals. I actually touched upon this through our questions just now, so I'll be brief in this part. So in this case, whether the BNP intended the violence when it called for Hartals was in question. Even if they were aware that the violence would result from the Hartals, there's no evidence that they intended the violence to topple the government in a non-democratic fashion. The federal court did not err in finding that the BNP did not fall under 34(1)(b) in the absence of the intention to use force to overthrow the Bangladesh government. And this concludes my second submission. Subject to any questions from the bench, I'll now turn to my co-counsel for our third submission. Thank you. Ms. Houthi? Good afternoon. My friend has spoken about the prioritization of national security and public safety. To be clear, this prioritization is not at stake in the case at bar. What is at stake is the potentially unconscionable result of a human rights defender like Mr. Chowdhury being found inadmissible on security grounds for unsubstantiated reasons. It's with this concern that I present the respondent's third submission.
specifically that there are no reasonable grounds to find that Mr. Chowdhury was a member of the BNP pursuant to paragraph 34(1)(f) of the IRPA. The argument is as follows. It rests on several points. First, that membership requires an assessment of participation, and that the officer failed to do this reasonably regarding Mr. Chowdhury's first period of affiliation. Secondly, evidence of duress raised by Mr. Chowdhury negates his formal forced membership in the second period of activity. On this matter, courts have been clear that evidence of duress is relevant to a membership determination. Thirdly, contrary to what my friends argue, the consideration of duress is not limited to an application for ministerial relief. In fact, it is necessary that duress be considered at the inadmissibility proceeding itself. I will turn to my first argument on membership regarding the first period. It is widely accepted that membership be interpreted broadly. The Federal Court of Appeal in Pochte was quite instructive in this regard. This being said, a certain threshold of evidence must be met in order to establish reasonable grounds for membership. For example, membership requires more than mere support or sympathy. It's established in the case law that the test for membership requires an assessment of the individual's participation in the organization. This requires mandatory assessment of 3 criteria, including the nature of the individual's involvement, the length of time of their involvement, and the degree of the individual's commitment to the organization's goals and objectives. Ms. Haughey, Yes. well, what do you make of the admissions made by Mr. Chowdhury himself that he was a member on a number of occasions in his applications at the port of entry? Isn't that not sufficient to meet the standard of reasonable grounds to believe? It is an objective basis for the officer's belief, is it not? His own admissions? My friend raised this argument as well. To be clear, Mr. Chowdhury has been clear in his basis of claim form for his refugee determination, as well as in his PR application, that his membership was a result of duress. That has been consistent throughout this entire process. Now, my friend did raise the point that at paragraph 21 of the officer's reasons, Mr. Chowdhury, the officer notes that Mr. Chowdhury identified himself as a member to a border officer at the point of entry. Now, given that he has been consistent in the past that his membership is a result of duress and that has not changed, I invite the court to consider that is what the RPD has found to be credible, and that is what the analysis has turned on, because the officer conducted their analysis on the RPD's findings. Now, if Mr. Chowdhury used the word member to the officer at the point of entry, then this would have been in the ordinary sense of the word. According to the BNP's standards, and the BNP does hand out membership cards, it has a formal membership process. According to the BNP standards, Mr. Chowdhury was a member in the second period. For our purposes, for the purposes of the provision 34(1)(f), Mr. Chowdhury cannot be a member. He was not a member because this membership is negated by duress, by the fact that he was threatened by a senior official of the BNP to become a member. So he is effectively not a member. Ms. Haughey, there is no definition of member in the law, is there not? That's correct. There's no strict definition certainly not in the provision. And there are cases that call for a broad interpretation of membership, not just the kind of membership that Mr. Chowdhury was alluding to in December 2013 to 2014. His activities from 2011 to 2013 were maybe not as a card-carrying member, but certainly there are cases that support that sort of behavior can lead to a finding of membership. That is correct. Generally in the case law, membership is interpreted broadly. I will point us to the example of the Federal Court of Appeal in Pochte, which was quite foundational in the broad interpretation of membership. Now, if we examine the individual in the Pochte case and compare them to
Mr. Chowdhury's circumstances, it's quite evident that the facts of the case are different. In Pashte, the individual was found to be a member of the organization on the basis that they were distributing pamphlets on behalf of the MEK. Now, the thing that makes Mr. Chowdhury's activity different from the activity in the Pashte case is that in the first period, Mr. Chowdhury, his sole activities consisted of encouraging people to vote and handing out pamphlets on the right to vote. These activities are not specific to the BNP, they are specific to democratic principles in general. And this is a normal context to carry out, this is a normal activity to carry out in the context of an election. Certainly for a person like Mr. Chowdhury, who is committed to democracy and human rights in his work and in his volunteer work. If a further difference in the Pashte case and Mr. Chowdhury's case is that Pashte shared the goal of the MEK to overthrow the government. Mr. Chowdhury has not shared in any subversive objective with the BNP, and he was clear that he became affiliated with the BNP in the first place because he felt strongly about supporting democracy. His activities were similarly... But sorry, he could not have ignored the systematic calls for hartals made by the BNP and the violence that ensued. So it's all very well to say that I do not share some of the means adopted or some of the goals of the organization, but there is no evidence that he was compelled to start working for the BNP in 2011. So it's a little bit difficult to argue that you worked for an organization, but you shared only half of its goals, or if there are some objectionable goals, then you don't adhere. That's all. So, and I think that the reasoning of Pashte was meant to address this kind of situation. You cannot just pick and choose the aspects of the organization that you like. That's true. And that is why the membership analysis is an exercise in weighing factors. Where certain factors point to membership and others point to the contrary, those factors must be reasonably considered and weighed. But this also means that not every act of support for an organization constitutes definitively membership in that organization. Now, on the subject of Mr. Chowdhury's knowledge that you pointed out about the hartels, for instance, we don't actually have anything on the facts to suggest that Mr. Chowdhury knew about the hartels in the past. That may very well be an inference, a reasonable inference, given that he is quite involved in supporting democracy in general. I do remind the court that the respondent submits that the BNP is a legitimate democratic party and does not fall within the scope of 34(1)(b). This being said, even if Mr. Chowdhury was aware of the hartels in the past, calling for hartels is a common strategy for major political parties in Bangladesh. It is perhaps unreasonable to expect someone like Mr. Chowdhury, who is committed to democracy and human rights, to not engage in the democratic process or activities that support in democracy, simply because the dominant party is available to him. But is it an excuse to say, well, the other side does it as well, so let's do it? In other words, if both major parties in a particular country engage in acts that are prohibited or are covered by Section 34(1)(b), that in itself is not an excuse. If each tries to overthrow the other, they're still trying to do it. So just a little bit unclear about where that leads. Well, I'll clarify that it's certainly not an excuse. Just because the other party has done it in the past does not mean that for some reason Mr. Chowdhury would definitively not constitute a member in this in the organization. Again, this membership is an assessment of the individual's participation with both positive and negative
factors being assessed. Now, another factor in support of my argument here is that is on the matter of material support. If Mr. Chowdhury's activities in encouraging people to vote meant that some of the people he encouraged to vote went on to vote for the BNP or went on to become affiliates and members of the BNP, this is incidental to his actual activity, which is what we are assessing. We are assessing his participation in the activity. Any material support that the BNP may have gained from Mr. Chowdhury's activity would, which was about education and the promotion of rights, though he described this as a period of affiliation, his activities were very general and in support of democracy. We know from a case I cite at paragraph 81 of our factum, Toronto Coalition to Stop the War, that material support to a terrorist organization is not sufficient to establish membership. In this case, the federal court asserted that an individual's purpose to enhance the organization's ability to carry out its activity, that absent that purpose, the mere assertion that material support was provided cannot constitute membership. And on the reasonableness of the officer's assessment in the first period, I'd like to point out a gap in the officer's reasons on this material. Mr. Chowdhury testified and was found credible, this is noted at paragraph 16 of the officer's reasons, that he was effective in getting people to vote, and that some of these people went on to become BNP members and affiliates, but we don't actually know whether half the people Mr. Chowdhury encouraged to vote went on to support parties like the Awami League, which is the opposing party here. The officer wasn't clear, and that does not square with reasonableness under Vavilov, which requires that the decision be justified in light of all of the facts and law. There may be a causal connection, but it wasn't made clear, and this points to the officer's unreasonableness. Finally, the fact that Mr. Chowdhury had to become a formal member in the second period helps us to differentiate his affiliation in the first period. We know that formal membership is not required in a determination of membership here. This has been attributed to the fact that terrorist organizations don't have formal membership cards, and this makes it easier for Canadian authorities to discern membership where it is, where it is not clear. In this case, however, it's clear where membership begins. It's clear from Mr. Chowdhury's experience, the BNP has a formal membership process, and this clearly demarcates his affiliation in the first period from his forced formal membership in the second period. If there are no further questions on the first period of activity, I would like to move on to my second argument regarding duress. On the matter of duress, I'd like to engage with an argument my friend made just previously, which was, well, first my friend argued that the defense of duress is irrelevant when it comes to section 34.1F of the IRPA. This has been found to simply be untrue. The case law is quite clear that the defense of duress, the principles of which were developed in the criminal law, apply to inadmissibility under this provision. This is also consistent with the principle of fundamental justice from criminal law, that we ought only be found, we ought only attract the penalty of stigma, the penalty and stigma of liability where that conduct is voluntary. And the fact that defenses are regularly applied in the inadmissibility context indicates that this emphasis on holding people accountable for what they do voluntarily and only voluntarily is important and relevant when it comes to inadmissibility. It was therefore unreasonable for the officer not to conclude that evidence of duress was not relevant in Mr. Chowdhury's circumstances. Mr. Chowdhury's formal membership in the second period was a result of duress. A senior member of the BNP threatened to expose his sexuality should he refuse to become a member.
My friend argues that even if duress were relevant to membership, that Mr. Chowdhury's circumstances do not satisfy the test for duress. I'd like to be clear that the issue in this case is whether the officer failed in considering duress, which is the case. Whether Mr. Chowdhury's circumstances actually satisfied the defense of duress is not at issue. This would be the job of the first level decision maker. But given that my friend has raised this argument, we submit that the defense is indeed satisfied. The relevant test is set out by the Supreme Court in Ryan, which was a criminal matter, and has been imported into membership determinations specifically with this provision. In Ghaffari, which is cited at paragraph 20 of our factum, the federal court explained that these principles from the Ryan test can be imported to inadmissibility with, quote, modification to the circumstances of inadmissibility. So contrary to what my friend has argued, Mr. Chowdhury does meet the elements with modification to the circumstances of inadmissibility. One of the elements that my friend argues has not been met was the explicit or implicit threat of bodily harm. There was an explicit threat. That was the senior BNP official threatened to expose Mr. Chowdhury's sexuality if he did not join. There is also an implicit threat of harm, which comes with being outed in a homophobic country. The federal court in Jallo was clear that a genuine member is not motivated by self-preservation. Guarding your sexuality in a homophobic country is an act of self-preservation. Mr. Chowdhury was not facing this threat in Canada, where we have protections from the Charter or perhaps more progressive social values. He was facing the threat to be outed in a homophobic country, a country where he has already faced threats from religious fundamentalists as a result of his work in women's rights, and where the fear of losing his son would be real in a way that it wouldn't be here. Ms. Hoti, but I believe that your friend specified that although he was under threat or risk, there wasn't bodily threat. There was no evidence that people who are homosexual might have bodily or dangers. She said the contraintes sociales, social constraints. Where is and I believe that that's an integral part of the Ryan test, is the threat that isn't just a social threat, but a threat to your life, bodily harm. What's important to delineate here is that the Ryan test sets out the element as either an explicit or implicit threat of bodily harm. The threat of being outed in a homophobic country, the respondent submits, is an implicit threat of bodily harm. Mr. Chowdhury has already, again, I repeat, Mr. Chowdhury has already faced threats to himself as a result of his progressive work in women's rights. Guarding his sexuality, again, is very much an act of self-preservation, of preventing harm to himself. Unless there are further questions on the elements of the test, I would like to move on to my last argument regarding ministerial relief. My friend argued that since duress, since duress can be considered in an application for ministerial relief, that Parliament could not have intended for duress to be considered in the inadmissibility proceeding itself. Respectfully, we disagree. Certain case law have relied on the availability of ministerial relief in order to justify a broad interpretation of membership. For example, the Supreme Court in Suresh explained that it was not the intention of Parliament to find inadmissible those who innocently contribute to or become members of terrorist organizations. The Supreme Court said that this is supported by the availability of an application for ministerial relief, which could then protect those innocent persons captured by the provision. The only logical interpretation for this proposition that ministerial relief is meant to protect innocent members is that ministerial relief is meant to capture members who intentionally joined the organization, but who did not share an intent to subvert, as opposed to members who supported the subversion or actually carried out activities of subversion. Our factum goes further to argue that ministerial relief is ineffective as a remedy
excuse me, and that we pointed out factors including that ministerial relief is often inaccessible, takes unreasonably long, it perpetuates a lot of harm to applicants. And we submit that for this additional reason, it's important that duress ought to be considered in the inadmissibility proceeding itself, as opposed to being scapegoated for consideration in an application for ministerial relief. I'll move on to a conclusion unless there's any questions there. National security and public safety are important objectives of the IRPA, but they aren't the only objectives, and they cannot be used as an excuse to override our ability to accomplish other objectives when they are within our capacity. The IRPA has many objectives, one of which includes maintaining the integrity of the immigration system through fair and efficient procedures. To scapegoat consideration of duress to an application of ministerial relief would undermine that goal unnecessarily. It's for this reason that duress must be considered at the inadmissibility proceeding itself. In conclusion, the federal court did not err in its review of the officer's membership determination. There are no reasonable grounds to find that Mr. Chowdhury was a member. And subject to any questions, those are my submissions. Thank you very much, Ms. Houthi. So now I just want to know if the appellants have any replies. Est-ce que les demandeurs ou les appelants, pardon, ont une réplique? Non, nous ne demandons pas d'utiliser le droit de réplique. Merci. Alors, ça termine cette séance de la Couronne canadienne. This concludes this hearing of the Crown Court of Canada. Thank you. OK, merci à toutes et à tous. Alors, nous avons maintenant quelques temps pour que les juges peuvent donner des commentaires aux parties, aux concurrents. So we now have some time for the judges to give some feedback on to the competitors. Merci. Thank you. Je veux simplement vous dire, vous féliciter. C'était de part et d'autre une excellente performance. I just want to congratulate you on both sides. It was a remarkable performance. And I would be quite lucky if I had lawyers like that every day in my court. Although I do have very good lawyers on regular occasions. Alors, je vais demander à mes collègues de faire leurs commentaires. Le juge Dagenet, peut-être? Merci, Monsieur le juge. Yes, I'm echoing the sentiments expressed by Monsieur le Juge Gramont. I think that your presentations were excellent indeed. I think that part of this opportunity is to get maybe some general observations also on advocacy, because one can always, this is a start, and one can always improve one's advocacy. Donc les présentations étaient excellentes. Les commentaires que j'ai un petit peu plus spécifiques, j'ai bien aimé, et c'est important d'être réceptif aux questions des juges. It's very important to be receptive and responsive to the questions of the judges and to incorporate their concerns in your arguments. So if you hear a question being raised to your opponents and you haven't necessarily fleshed that out, or take the opportunity to flesh that out, that's very important to sort of tie that in. Je pense que vous avez bien fait ça au niveau de la réponse, de vos réponses. And I think it's important to, and I think you all did that very well, try not to read. I know it's easy to read at the beginning because one is nervous, but to try to
be present in the moment and more responsive and I guess more natural in your delivery. And I think you all did a very good job with that. And yeah, and always be prepared to anticipate the questions being on the weaknesses of your case. I know the respondents in some cases had a slightly harder case to argue, particularly with the idea of the presumption that doesn't actually exist. So always anticipate. And sometimes my last point, mon dernier point, c'est when you have an opportunity, I know this is a moot and you probably did that a lot, but in real life, we encourage our counsel to improve their advocacy, to actually do some moots, particularly when it's their first few times in front of a court or first time in front of the Court of Appeal. It's always a good thing. So because anticipating the difficult questions and being able to answer them in a way that's comfortable and at ease is very important. So again, je vous félicite tous, and I'm sure that that the rest of the evening is well deserved. You deserve a rest and a celebration. I want to echo my colleagues' comments. First of all, congratulations. You all did a really good job on a very difficult subject. Je voudrais vous féliciter tous parce que je pense que vous avez fait un excellent travail sur un sujet qui n'était pas facile. And I did also really appreciate the fact that you all had a very natural delivery, a very good cadence. There wasn't any excessive reading. It felt very natural. And you also were all presented with some fairly challenging questions, which even though you might have anticipated them, they definitely pose a challenge to your time management. And that's how you all did very well to respect your time and go through your arguments as well as answer our questions. Donc, je voulais aussi commenter du fait que la présentation était très naturelle. Le fait de ne pas lire nous aide vraiment à se concentrer sur ce que vous dites. Et à part le fait que le sujet était très difficile, vous avez répondu à plusieurs questions. Et que même si vous y attendez, ça prend du temps que vous avez sinon concentré à votre présentation, mais vous avez quand même réussi à bien répondre aux questions et à garder votre présentation dans les limites du temps. Donc, encore une fois, félicitations à toutes et oui, un repos bien mérité. Merci beaucoup. Thank you very much. And I share these thoughts, of course. And I want to insist on the importance of preparation. And it was quite clear that you were all very well prepared, and that makes a real difference when you're in front of the court and you know your file inside out, as was the case on both sides. Alors, je vous remercie beaucoup. Okay, good. My goodness. Congratulations to you all et félicitations à vous tous. Alors, cette audience du premier concours de plaidoirie en droit de l'immigration, des réfugiés, de la citoyenneté est maintenant terminée. Merci aux concurrents pour vos arguments, aux juges pour vos commentaires et à tous ceux qui ont participé, assisté et observé pour votre soutien. This hearing of the inaugural Immigration, Refugee, and Citizenship Law Moot is now concluded. Thank you to the mooters for your arguments, the judges for their feedback, and to all those participating, assisting, and observing for your support. Alors, je vais demander aux concurrents et aux juges de rester ici pour des photos, mais tout le monde d'autre, si vous pourrez se déconnecter maintenant. So I will now ask the judges and the mooters to stay because we're going to do some photos, but if everyone else can disconnect, have a great evening.